Horizon Culture, beauté au pluriel, nature et bien-être, expert et naturellement ActuWeb. Voilà, pêle-mêle cité, les rubriques du grand rendez-vous ce soir. Bonsoir, merci d'être là pour ces 2 heures de télévision. Il faut déjà dire qu'à la caméra, nous sommes avec Jules Akweikou, au son, Luc Bayon, Émile, avec l'infographiste Robles Avouzoukan et le réalisateur de la semaine, Gilles Armel Beirin. Stop et fin ce soir de Nature et Bien-être consacré au forage artésien. Le tout dernier plateau va donc aborder l'aménagement et la valorisation des forages artésiens avec Flavien Dovonou, environnementaliste. L'expert Fulgence Arwangonou, coach en leadership parental, nous parle de l'épanouissement des enfants, comment les motiver. Nous aurons dans Beauté au pluriel Julia ici, décoratrice professionnelle, pour nous parler de la décoration des salles de réception lors des mariages. Bienvenue à Cora, créateur du Conservatoire des danses traditionnelles d'Abomey, est avec nous dans la rubrique Horizon Culture pour parler de la valorisation des danses traditionnelles. Nous entrons donc tout de suite en liaison avec Nadège Sani pour le menu du 19h45. Nadège, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Alondé. C'est un plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine. Dans le 19h45 de ce vendredi, il s'agira notamment d'évoquer les nouvelles avancées et opportunités de la loi de finances pour les petites et moyennes entreprises. Opérateurs économiques et plusieurs autres structures ont pris connaissance du contenu de cette loi qui leur accorde plus de facilité. Plus aucune moto ne va être admise dans la circulation sans son immatriculation. C'est un impératif auquel tous les usagers doivent se conformer au risque de représailles. Nous irons ensuite au pays de l'Ivoire où se tient actuellement le 25e anniversaire du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Maza, près de 70 pays du monde célèbrent les arts de la scène dans la capitale ivoirienne. Merci Nadège Sani. On se retrouve tout à l'heure donc pour le journal. Mesdames et messieurs, recevez avec moi, accueillez avec moi Amandine Niambossou et Flavien Dovonou, environnementaliste, pour parler des forages artésiens dans nature et bien-être. Aménagement et valorisation des forages artésiens, on va en parler tout à l'heure après avoir suivi ce reportage. Si cette expérience de la valorisation économique et la gouvernance locale de l'eau des forages artésiens constitue une grande première dans notre pays, elle donne des impacts positifs pour les populations. Et déjà, on peut bien tirer les premiers enseignements. Le processus de
Valorisation économique et de gouvernance locale de l'eau des forages artésiens est un long processus qui nécessite un accompagnement à la fois des communautés à une prise de conscience de ce que cette ressource est vulnérable et peut à un moment donné s'éteindre. Démarrée depuis 2004, cette expérience innovante a connu plusieurs phases d'intervention avant de prendre son envol en 2015 grâce au développement de l'approche recherche-action. Une approche qui permet aujourd'hui, grâce à l'appui des deux partenaires, de transformer les menaces que constituaient les eaux déferlantes en opportunités d'amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie des populations. On rencontre plusieurs forages qui ne sont utilisés que pour les usages domestiques. Et là, effectivement, on a une grande déperdition. Il est vrai aussi que aménager ces forages, c'est un peu plus coûteux. Ça demande plus de technicité que d'aménager les autres forages. Parce qu'en général, on a une pression qui est forte et il faut des équipements spécifiques pour réaliser soit une maîtrise partielle selon les pressions qu'on a. Et on n'a pas toujours les ressources disponibles pour faire cela un peu partout. Mais plusieurs sites restent encore non aménagés et depuis leur réalisation, l'eau des forages devenue artésien continue à couler pendant que les populations vivent toujours dans l'insécurité alimentaire et vivent la dure réalité des effets des changements climatiques. Et on retrouve Amandine Niambossou sur le plateau, la fine fleur du jardin de Heureuse. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous, Heureuse d'Anondé. Dernier virage ce soir. Oui, c'est ça. Et oui, et on parle du sujet, forage artésien. artésien. Aujourd'hui, on parle aménagement et valorisation. Oui. Avec Flavien Devono, environnementaliste. Oui, il était avec nous le lundi. Madame. Bien sûr, il revient. Il revient, comme il avait promis. N'est-ce pas? C'est un homme de parole donc. Merci madame. Alors on va y aller. Oui, on va y aller, Dr Flavien Devono. Avant de parler aménagement et valorisation, on va d'abord aborder la question des impacts environnementaux des forages artésiens. Merci beaucoup madame. Comme vous le savez, les forages artésiens, c'est des forages qui sont réalisés dans des nappes qui sont sous pression. Et pour la plupart du temps, l'eau remonte avec pression. Et ces nappes sont situées à des profondeurs variant entre 400, 500, 600 mètres. Alors, le fait que cette eau, n'est-ce pas, vienne à la surface avec pression, lorsqu'elle n'est pas bien aménagée, lorsque les conditions de son captage ne sont pas bien réalisées, il y a des impacts environnementaux qui sont liés à cela. Le premier impact, c'est les risques d'inondation. Vous allez voir que dans les endroits où ces forages sont réalisés, s'il n'y a pas un cours d'eau pour recevoir en même temps l'eau qui jaillit, qui coule, cette eau stagne et cela crée des risques d'inondation dans ces zones-là. Deuxièmement, vous avez l'insalubrité qui s'installe autour de ces forages parce que les animaux vont venir s'abreuver là, les bonnes dames viennent faire la lessive, la vaisselle et tout. Donc il y a un problème d'hygiène et d'assainissement qui est souvent lié à cela. Autre chose, vous avez des conflits qui peuvent naître autour de ces forages parce que c'est des points qui attirent beaucoup d'acteurs. Vous voyez, déjà les éleveurs avec les bétails, voilà. La bonne dame qui viendra prendre cette eau pour pouvoir s'alimenter en eau potable à la maison, etc. Bon, le maraîcher qui voudra utiliser cette eau pour faire du maraîchage, etc. Donc, il y a souvent des conflits qui naissent. Mais un autre point impact négatif, c'est l'épuisement de la ressource. Vous savez, l'eau n'est pas une ressource inépuisable. Elle peut s'épuiser. Et le réservoir, lorsque le réservoir se vide, vous convenez avec moi que c'est une perte pour la ressource. Et je crois même que sur le plateau, la fois passée, M. Tossounon, il disait qu'il y a déjà des forages qui sont en train d'être taris. Ah oui, parce que des fois, vous constatez que le débit baisse. Vous avez des forages qui, au départ, sont à 30
mètres cubes heure, mais après des années, cela passe à 10 mètres cubes heure. Normalement, quand on fait les forages, on a quelle quantité d'eau par jour? Oui, le débit varie. Il varie suivant la pression, il varie suivant la capacité du réservoir de la nappe que vous avez captée. Mais vous avez une estimation? Oui, le débit moyen, c'est autour de 20, 25, 30 mètres cubes l'heure. L'heure? Oui, oui, c'est beaucoup d'eau qui sort et qui, nuit comme de jour, ça coule dans la nature. Et enfin, comme autre impact négatif, vous avez l'érosion du sol. Dans ces endroits où l'eau coule permanemment, cela creuse le sol. Vous avez le lessivage de ces sols-là qui font partir, en tout cas, vous avez les éléments nutritifs du sol. L'infertilité de ces sols. Voilà, les sols deviennent pauvres dans les zones où vous avez de ces forages-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un impact qui consiste à ce que l'eau tarisse. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de maintenir l'eau éternellement? Maintenir l'eau éternellement, c'est à des moments donnés arrêter le forage, c'est-à-dire arrêter l'écoulement de l'eau. Comme quelqu'un l'a dit dans le reportage, c'est des équipements qui coûtent cher. Des équipements qui coûtent cher, tout simplement parce que ce n'est pas comme une nappe libre ou une nappe captive où vous allez mettre une pompe pour aspirer l'eau quand vous voulez. Ici, l'eau sort avec pression et est prête à sortir tout le temps, est-ce que vous voyez? Donc la maintenir sous pression, cela revient, n'est-ce pas, à déployer des équipements lourds et qui sont chers pour pouvoir gérer. Comment aménager alors ces forages artésiens? Parce qu'il y en a, on a vu dans le reportage, il y en a qui sont déjà aménagés, parce qu'il y a des projets qui sont passés par là et qui ont mis des pompes et autres, mais il y en a d'autres qui sont livrés à eux-mêmes. Oui, c'est vrai, les forages qui sont aménagés, c'est une très bonne chose. Et nous devons pouvoir encourager, n'est-ce pas, les mairies, c'est sur les territoires de ces mairies-là que... Est-ce que c'est leur rôle? Oui, actuellement, c'est aux municipalités de gérer, n'est-ce pas, les points d'eau qui sont sur leur territoire. Donc, elles doivent pouvoir s'impliquer activement dans la gestion durable de ces points d'eau. Vous savez, sans eau, pas de vie. L'eau, c'est la vie. Et voilà une ressource qui est inéquitablement répartie. Il y a des pays qui n'en ont pas du tout et des pays qui en ont, qui ne savent même pas. Même sur le même territoire, il y a des régions qui sont bien fournies et d'autres qui n'en ont pas du tout. Les régions du socle n'ont pas de l'eau, mais les régions du sud, vous voyez, prenez par exemple les inondations. Quand il y a inondation, vous voyez tout le volume d'eau qui arrive, qui coule. Mais ça sert à quoi? Ça va atterrir dans la mer. C'est un gâchis. Or, ailleurs, les gens ont des systèmes pour pouvoir retenir ces eaux-là au niveau des bassins de rétention et tout, et pour pouvoir valoriser. C'est le cas qui me passionne le plus, c'est le cas du Maroc, qui dit que même s'il ne pleut pas, pendant 5 ans, il est en mesure de continuer d'avoir de l'eau et de continuer à faire de l'agriculture. Parce que pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ils ont anticipé, ils ont des barrages, ils ont des retenues d'eau, ils ont des réservoirs, ils ont suffisamment stocké l'eau pour ne pas être, n'est-ce pas, dépendant de la pluie. Qu'est-ce qui nous empêche de copier nos cadres voyagent souvent, ils vont dans ces pays et voient tout ça. Ce qui nous empêche, c'est que nous n'avons pas les mêmes problèmes qu'eux. Et nous sommes sûrs que chaque année, il va pleuvoir. Voilà. Ah oui. En attendant que les changements climatiques ne bouleversent c'est maintenant que le mot fort est sorti, le changement climatique. Donc avec le changement climatique, on doit pouvoir faire attention et savoir que la ressource n'est pas inépuisable et qu'il peut arriver au moment où on ne la trouve pas. Mais en attendant de trouver les fonds nécessaires pour aménager ces forages, comment faire alors pour les valoriser? Alors, ce qu'on peut faire et ce qui est à notre portée, c'est de savoir que ces forages-là, qui sont des points d'eau positifs, on peut les utiliser à beaucoup de fins. Premièrement, on peut les utiliser pour pouvoir alimenter nos communautés en eau potable, ne serait-ce que faire des châteaux d'eau, pour pouvoir envoyer l'eau en altitude et ensuite faire la canalisation qu'il faut pour pouvoir avoir les points de distribution d'eau. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est le fait qu'on peut utiliser ces eaux-là pour faire du maraîchage. Au lieu de les laisser couler dans la nature, on peut, n'est-ce pas, canaliser ces eaux-là, les envoyer dans des zones où on peut faire, n'est-ce pas, ne serait-ce que la culture de légumes, de tomates, de piments. Mais l'eau issue des forages artésiens, elle est vraiment chaude. Est-ce que sortir directement, comme je l'ai dit, c'est de l'eau qui vient d'un aquifère qui est très profond, 400-500 mètres,
C'est de l'eau qui vient avec pression à la surface. Et sa température moyenne, c'est 35 degrés. Voilà. Quand vous allez à Poso Tomé, l'eau qui sort, c'est de l'eau thermale. C'est pour ça qu'on la qualifie de eau thermale. C'est à 35 degrés que ça sort. Oui, donc cette eau, est-ce que ça peut directement servir, quand vous parlez de maraîchage, en fait? Je n'ai pas dit de servir l'eau aux plantes à la seconde près. Non, vous pouvez la laisser refroidir. La preuve, elle est à 35 degrés, pourtant toute la communauté de Poso Tomé vient prendre cette eau-là pour boire. Parce que vous voyez, ils ne boivent pas cette eau chaude. Non. Laissez un peu refroidir et vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. On peut faire, n'est-ce pas, de la riziculture. La riziculture, c'est la culture du riz dans ces zones-là, parce que c'est des zones humides, si vous voyez, pour la plupart du temps. Et on peut, n'est-ce pas, faire beaucoup de choses. Hein. Un forage, moi je dis un forage artésien, de l'eau artésienne dans une zone, c'est une mine d'or. On doit pouvoir valoriser et faire la GIR autour de ça. La GIR, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Donc là, on peut cibler déjà ces zones où il y a ces forages artésiens et délibérément peut-être choisir, faire de la production du riz. Absolument. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que cartographier ces zones où nous avons de ces forages artésiens, faire les études pour voir est-ce que le sol est adapté à la culture du riz. Je sais qu'il y a des riz qui se font même... Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le forage artésien pour décider de faire la production du riz. Les plantes sont adaptées à des sols donnés, hein, voilà. Vous voyez, et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si dans la zone, c'est de la pisciculture qu'on peut faire, c'est une très bonne chose. Les poissons ont besoin de l'eau, vous voyez. Et aujourd'hui, tout est possible hein, avec ces forages. Vous parlez de pisciculture, ou est-ce que c'est autour ou bien on crée des bassins? Ah oui, on doit pouvoir créer des bassins. Autour, ça va créer des impacts négatifs. Hein, ça va être tout le problème au forage. Parce qu'une chose est bien, il faut donner des conseils, mais il faut dire également aux gens comment faire. Oui, ce n'est pas au pied du forage qu'il faut faire ça. Il faut avoir un système de canalisation et amener ces eaux-là, n'est-ce pas, sur les lieux où vous voulez faire l'élevage de vos poissons et tout. Et après, trouver un système, un endroit où vous allez renvoyer ces eaux usées-là à un autre endroit ou bien même faire le maraîchage après avec. Vous avez parlé tout à l'heure de l'implication des communautés dans la gestion de ces forages. Comment ça doit se faire normalement? Alors, en principe, hein, lorsque ces forages sont faits, il y a un comité de gestion. Hein, les communautés là-bas s'organisent. Vous avez par exemple un président, vous avez un organisateur, vous avez un trésorier pour que ces eaux-là, n'est-ce pas, soient bien gérées. Mais la plupart du temps, on constate que ces comités ne fonctionnent pas très bien. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui justifie l'état défectueux des forages qui existent. Oui. Quand le projet finit, la suite du projet, ça fait problème. Or, on doit pouvoir assurer la durabilité des projets. On agit comme tout bon béninois, on aime être accompagné. Non, pas toute notre vie. On ne peut pas être accompagné toute notre vie. Il faut que nous-mêmes soyons indépendants un jour. Voilà, mais il y a des gens qui confondent sous ces forages. Ah oui, voilà, ça c'est important. Le forage artésien, c'est ce forage qui est fait, n'est-ce pas, et qui est allé capter l'eau qui est sous pression dans le sous-sol. Par contre, la source, c'est de l'eau qui coule, n'est-ce pas, dans un aquifère donné, dans un réservoir, et à un moment donné, subitement, arrive dans une dépression. Là, elle continue, elle pense qu'elle est en train de continuer à couler, mais elle tombe dans le vide. C'est ça les sources. Par exemple, à Zanyanando, vous avez beaucoup de sources qui sont avec de très bons débits, mais qui malheureusement coulent naturellement dans la nature. Vous voyez. Les sources, leur problème, c'est qu'à un moment donné, elles vont tarir. Vous avez des pays comme la Tunisie, où il y avait des sources, mais après, il n'y a plus rien. Et à ces endroits où les sources sont taries, les gens ont mis des tombeaux là, pour montrer qu'il y avait la vie là, et que la vie a disparu. C'est très important. Voilà un peu heureuse d'annoncer ce qu'on peut retenir des forages artésiens. On en a parlé tout au long de cette semaine. Nous espérons que les téléspectateurs ont pu en tirer quelque chose. Merci déjà à vous, Flavie Dobono. C'est l'invité qu'on remercie surtout. Merci, pour sa disponibilité. Merci bien. Excellent week-end à vous. À vous de même, madame. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. La semaine prochaine, on va parler toujours de l'eau, puisque la semaine prochaine, il y aura la journée mondiale de l'eau. Donc, on va consacrer à l'actualité. Oui, mais ce sera plus forage. On va parler de l'eau en général. En général, d'accord. Merci déjà, Amandine. On va prendre le rendez-vous pour la semaine prochaine avec Aramata Gbataou, déjà lundi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Nature et Bien-être de ce soir. On va installer le plateau de Horizon Culture à présent.
Horizon Culture s'intéresse aux danses traditionnelles. Que faire pour une meilleure valorisation? Et nous allons recevoir tout à l'heure, bienvenue à Kora, créateur du Conservatoire des danses traditionnelles d'Abomey, pour nous apporter son expertise sur ce plateau. Mais d'abord, on suit ce reportage. Campus de l'université d'Abomey-Calavi. Le caractère cosmopolite de ce lieu du savoir s'élargit à la culture. C'est le groupe Goumbé des étudiants Idacha de l'université d'Abomey-Calavi. Le ACE est constitué de 8 différentes sessions. Et nous faisons de la danse traditionnelle, de la danse moderne comme on appelle la chorégraphie, les arts plastiques, la couture, la coiffure, la musique moderne et le théâtre. Des étudiants restés connectés à leurs racines culturelles, de jour comme de nuit. La vigueur dans le mouvement, des pas typiques du Bénin. Pour nous, notre culture, c'est ce que nous avons de chez nous. Donc ce que nous avons de chez nous, c'est les danses traditionnelles. Donc c'est pourquoi nous tenons assez à les valoriser. Une région sans identité est une région perdue. Alors, le Goumbé, c'est le rite authentique spécial de Idacha. C'est pour cela que nous nous sommes intéressés au Goumbé. Je ne peux pas faire par exemple la salsa que les Espagnols. Je ne peux pas faire du hip-hop que les Américains. Je ne peux pas faire les danses contemporaines que les Français. Donc ça, c'est ma culture. Je peux vendre mieux ma culture à l'extérieur. Je peux me faire voir à travers ce qui vient de chez moi. Le Goumbé, le Sakbata, le Tipenti, le Fambiefé ou encore le Ronga-Akoron ne sont pas les seules danses qu'exercent ces étudiants danseurs. Il y a également le Zeni, le Bolojo, le Kopiako et bien d'autres exécutés par des troupes de danse traditionnelles de l'UAC et l'ensemble artistique et culturel des étudiants, EACE. Une organisation créée il y a 40 ans qui a permis à plusieurs artistes confirmés de forger leurs premières armes. Il y a beaucoup de personnes que je peux oublier. L'actuel directeur du FITEB, Eric et Hector Rompé, c'est un produit fini de l'UACE. L'actuel directeur même du Ballet national, Marcel Zouno, c'est un produit fini de l'UACE. À 15 ans, il a fait l'UACE. Don Metok, il a fait ici. Et Thompson, il a fait l'UACE. Composé d'étudiants issus d'universités publiques comme privées, le ACE a représenté le Bénin dans plusieurs événements culturels sur le plan local et à l'extérieur. Pour la génération actuelle, le bon fonctionnement requiert davantage de moyens. Nous ne demandons pas de l'argent, mais s'ils peuvent nous trouver ces matériels de travail, bon, on s'en passe, on va toujours continuer par valoriser notre culture. Il vous faut de matériel pour travailler, il vous faut de matériel, par exemple des tam-tams, des cascanettes, des gants et autres pour former les étudiants. Mais sans ces matériels-là, vous ne pouvez rien. Dans un Bénin sans véritable école d'art, le ACE mérite de vivre encore pour une jeunesse connectée à ses racines culturelles et qui participe au développement du Bénin. Et voilà, et on retrouve sur le plateau proche bienvenue à Kora, créateur du Conservatoire de danse cérémonielle et royale d'Abomey. Professeur, merci d'être avec nous. Merci d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie, madame. Oh, avec vous, on ira à la découverte de ce conservatoire pour parler de la valorisation des danses traditionnelles. Certainement que vous avez trouvé utile de créer un tel conservatoire. Absolument. C'est une nécessité. Une nécessité. Un conservatoire de danse est une nécessité parce que c'est le moyen, selon moi, le plus efficace pour combattre l'aliénation culturelle. N'ayons pas peur des mots. L'aliénation culturelle. Voilà. Toute notre culture en Afrique, et tout particulièrement au Bénin, est concentrée dans la tradition orale et les chants et danses sont les expressions esthétiques, justement, de nos cultures.
à partir de ce moment, l'enseignement de l'esthétique du langage participe du renforcement de l'éthique. Parce que tout ce qui est bon est mieux approprié lorsque c'est beau. Eh oui, il faut le dire, hein, nos danses traditionnelles, les mettre en exécution, c'est beau. C'est très beau. Et les paroles qui accompagnent les chants qui précèdent ces danses sont toujours des paroles d'une beauté exceptionnelle. Ah bon? Absolument. Oh, mais je vous ai présenté en tant que créateur du conservatoire de danse cérémonielle et royale. Il y a une différence entre les danses cérémonielles et les danses royales? Ben oui, pour ne pas vous faire peur, je vais vous dire tout simplement que les danses cérémonielles sont les danses des rituels vaudous. Et les danses royales sont les danses qui traduisent la magnificence de la vie dans les cours royales. De la vie dans les cours royales. Parce que cette vie est rythmée par des manifestations d'opulence et de beauté. Le roi a besoin de contempler son peuple, le peuple a besoin de se sécuriser dans des expressions de beauté pour faire plaisir à la fois au roi, mais à lui-même. Mais qu'est-ce que vous pouvez déjà dire? Quelle est votre lecture de tout ce qui se passe aujourd'hui? Parce que le constat fait est que les danses traditionnelles, nos danses, sont reléguées au second rang. Et c'est bien dommage. C'est dommage. Je suis allé à la danse en tant que linguiste. Je suis professeur de linguistique à l'université d'Abomey-Calavi. Et avec la linguistique, j'ai découvert que les danses sont toujours précédées de chansons et les chansons sont des textes qui sont chantés et ces textes véhiculent des messages très précieux sur le plan historique et sur le plan de la morale sociale. Donc, à force de m'intéresser à ces messages, je me suis intéressé aux danses. Et je constate là encore que les musiques, les tambours, les percussions sont des formes de langage. Il y a le langage des tambours que les danseurs doivent exécuter à la perfection. Pour être un bon danseur, il faut savoir exécuter exactement ce que le tambour soliste est prescrit comme pas de danse. Mais il faut dire que la jeunesse aujourd'hui, nous, on ne maîtrise pas ces messages-là, on ne maîtrise rien. On ne sait même pas bien danser quand on dit même Miss Béné, ici on dit une danse traditionnelle de sa région. On voit comment on procède sur scène. Oui, un conseil. Pour ces Miss, je leur donne le conseil de venir au conservatoire. Est-ce qu'on peut apprendre? On va leur apprendre à chanter et à danser les danses traditionnelles de chez nous. Cela dit en passant, nous avons élargi notre spectre d'enseignement à toutes les danses du Bénin. En dehors des danses d'Abomey, aujourd'hui, vous venez au conservatoire, vous apprenez le Agbadja, vous apprenez le Adjogbo, vous apprenez le Tipenti, vous apprenez le Tchenkoumé, vous apprenez le Toba Rangé, vous apprenez même le Iwe, qui est une danse de Ketou, qui est une très belle danse de Ketou. Et bon, vous avez toutes ces danses-là, le bon, qui est la danse de prédilection des Egungun, n'est-ce pas? Oui. Bon, nous apprenons, nous enseignons toutes ces danses. Mais pour résoudre quel problème? D'abord, est-ce qu'il suffit d'apprendre à danser pour mettre en valeur nos danses traditionnelles? Non, d'abord, la danse est une thérapie. Et celui qui apprend à danser les danses traditionnelles de son terroir se réconcilie culturellement avec son terroir. C'est ce que j'appelle
une désaliénation culturelle. Donc, lorsque vous êtes Idacha, comme je vois maintenant, vous dansez le goumbé avec force, vous dansez le goumbé avec plaisir et une profonde satisfaction, vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes requinqué, vous êtes prêt pour la production, prêt pour le développement de votre localité, de votre pays par la même occasion. Mais vous avez eu l'initiative de créer un conservatoire pour apprendre aux fils de chez vous, aux Béninois, à danser traditionnellement. Mais est-ce que vous pensez que la politique mise en place aujourd'hui au haut niveau permet de valoriser également nos danses traditionnelles? Ben, il est trop tôt pour le dire. Disons que la danse est laissée dans l'informel, comme le commerce informel. Ben, vous voyez ce que je veux dire. Il est temps aujourd'hui de formaliser les choses. En quoi faisant? En créant un institut d'art, ce qui est déjà fait à l'université d'Abomey-Calavi, mais en encourageant un conservatoire de danse comme le mien, qui a 20 ans d'existence. Ah bon? Ben, le conservatoire a été créé en 1996, s'il vous plaît, et tient bon jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc il serait temps que le gouvernement se préoccupe de cette institution pour que cette institution soit formalisée comme une institution d'utilité publique. D'accord. À partir de ce moment, vous voyez, les enfants vont danser dans les écoles primaires, les enfants vont danser dans les cours secondaires et les structures de formation professionnelle. Et à l'université, il est très important de danser. On a eu sur le reportage, on a présenté les activités de l'UACE. Oui, l'UACE, c'est une structure très importante de l'université, mais c'est une initiative estudiantine. Eh oui. Et c'est une organisation associative et qui ne relève pas donc des prérogatives de l'université en tant qu'institution universitaire. Donc moi, je tire un coup de chapeau à tous ces jeunes de l'EACE qui ont senti le besoin de créer ce cadre culturel et qui a produit des personnalités culturelles de très grand talent. Orden Aladaté, je sais qu'il est de l'EA, il est parti de l'EACE, vous comprenez. Vous avez Marcel Zounon, mon grand ami, qui dirige aujourd'hui le Ballet National, mais c'est un ancien de l'EACE. Et j'en passe, je ne peux pas les énumérer tous. Tous, tout à fait. Voyez, mais pourquoi aujourd'hui l'État n'a pas encore pris la chose à bras-le-corps? Parce qu'il faut déjà dire, il faut avoir les idées vraiment convaincantes pour investir dans ça. Est-ce qu'investir dans nos danses traditionnelles peut vraiment accompagner le développement de notre nation? Absolument. Parce qu'on se dit en quoi il faut danser pour danser, il faut danser pour son plaisir. Et vous commettez là l'erreur qu'il ne faut jamais commettre en Afrique. Pour les Occidentaux, les Africains dansent trop. Il ferait mieux de travailler. Mais ils oublient que c'est en chantant et même en dansant que la roue, la daba du paysan mord le sol et la terre est cultivée avec joie, avec des chants et des danses. En Afrique, notre culture ne sépare pas l'expression culturelle, artistique, n'est pas séparable du travail. Vous prenez un maçon, par exemple, qui est en train de travailler sur votre maison ou le toit de votre maison, mais il sera en train de chanter tout le temps. Vous ne pourrez pas faire la sieste. Hein? Ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, la musique, les chants ne sont pas antinomiques avec le travail. Au contraire, c'est un stimulant pour le travailleur au travail.
Bon, c'est vrai que le temps, nous sommes limités par le temps. On a pratiquement déjà fait 15 minutes. Avant de vous laisser partir, un conservatoire qui existe depuis une vingtaine d'années. Et on se plaint toujours, et on parle encore 20 ans après de la valorisation de nos danses traditionnelles. Qu'est-ce que déjà, à votre niveau, vous pouvez déjà faire concrètement pour accompagner l'État? Ben, j'ai fait énormément de choses pour accompagner l'État. D'abord, j'ai réfléchi à ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, premièrement, aller collecter et en donnant priorité aux danses menacées de disparition. Parce qu'il y a des danses menacées de disparition. La plupart. Alors, vous collectez in situ, c'est-à-dire là où les danses ont l'habitude d'être exécutées. Vous allez sur les lieux et vous les collectez là. Avec les moyens numériques que vous avez aujourd'hui, vous venez, vous les archiver. En faisant quoi? Bon, les versions numériques, mais vous transcrivez les chants dans les langues nationales et vous les traduisez en français. Et vous élaborez donc à partir de ce moment-là des monographies sur chacune de ces danses-là. Ça, c'est un vaste projet. Ben, qui est en marche au conservatoire. Et pour mener à bien ce projet, le conservatoire a créé un centre de recherche et de documentation sur les chants et danses du Bénin, s'il vous plaît. Wow. Franchement, professeur, on peut malheureusement pas tout dire. Je ne sais pas si on peut vous avoir. C'est vrai que vous êtes vraiment occupé. Est-ce qu'on peut vous avoir la semaine prochaine? Toujours dans Horizon Culture pour parler de nos danses. Je suis à la disposition de la République. Parce que je suis à la retraite depuis 2013 et je ne suis que plus disponible pour m'entretenir sur les questions relatives à l'esthétique du langage, de la danse et des chants. Je suis en train de mettre en chantier, enfin j'ai en chantier actuellement une anthologie de la littérature orale fond, la grande anthologie de la littérature orale fond. On va vous recevoir sur le plateau pour parler de ça. Je vous en prie. Merci beaucoup, professeur, franchement. Quand on a de ces gens d'invités sur le plateau, le temps ne suffit pas parce qu'ils sont bien denses. Et oui, les compétences, ça existe dans notre pays. Mesdames et messieurs, on était donc avec le professeur Akora, bienvenue, le créateur du Conservatoire des danses cérémonielles et royales. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'Abomey, mais béninoise. Merci, professeur. Bon retour chez vous. Excellent week-end à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, après donc Horizon Culture, nous allons recevoir l'expert. Nous sommes donc avec Fulgence Awagonou, coach en leadership parental. Il était avec nous ce lundi pour parler de la démotivation des enfants. Il a promis être là en fin de semaine. Il est là. Merci d'être là, Fulgence. C'est un plaisir. Il est partagé. On parle maintenant de comment motiver les enfants après des motivations, n'est-ce pas? Est-ce que déjà vous pouvez rapidement nous rappeler les raisons qui peuvent amener les enfants à être démotivés? Oui, nous avons parlé de ça le lundi passé. On a parlé de la situation familiale. S'il y a une tension dans la famille, l'enfant peut être stressé, l'enfant peut être démotivé parce qu'il n'est pas dans un environnement qui le prédispose, qui facilite l'enseignement, qui facilite l'éducation, qui lui permettra de bien étudier, d'être concentré. Ça peut être source de démotivation. Nous avons parlé aussi de l'école. Il peut y arriver que parce que l'enfant n'a pas de bonnes notes dans des matières que le professeur, qu'on le lui rappelle souvent, toi tu es nul, toi tu es si, ça peut amener l'enfant à être découragé et ça va se sentir, ça va se ressentir dans les résultats, sur les notes. Ça peut être aussi au niveau de son groupe d'amis. Vous savez, à l'école, beaucoup de choses se passent. Il est dans des groupes d'amis où la plupart des gens qui ne sont pas à lui n'ont pas les mêmes objectifs que lui. On l'entraîne à faire autre chose, il devient paresseux. Et puis, il n'est plus motivé, il n'a plus tout ce qu'il faut pour aller en altitude de ses compétences. Et tout ceci peut amener à la démotivation. À la démotivation. Et le lundi passé, vous disiez tantôt que les parents sont au cœur de tout ça.
Ah oui, les parents ont un grand... L'absence. Oui. Quand vous n'êtes pas disponible, parce que si les parents ne sont pas disponibles, ils ne peuvent pas remarquer les signes, les comportements de démotivation, où l'enfant se réveille tard, l'enfant n'a pas de bonnes notes. Si vous n'êtes pas disponible, alors que la plupart des enfants n'amènent pas les mauvaises notes à la maison, et que vous n'allez pas vous renseigner de temps en temps sur les performances de votre enfant, vous allez constater seulement à la fin du trimestre que votre enfant est en train de chuter. Alors que si vous êtes disponible, vous allez remarquer un certain nombre de signes que l'enfant n'a plus le temps à l'effort, il passe son temps, il est beaucoup plus distrait. Tout cela doit vous permettre de vous dire, ah, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la présence des parents, c'est extrêmement important. Si vous n'êtes pas disponible, il est difficile d'être un parent efficace. Efficace. Ah ben là, parents, il faut que vous soyez déjà disponibles, chers parents, pour remarquer la démotivation de votre enfant. Mais lorsqu'on le constate, comment motiver cet enfant-là, ce dernier? D'abord, il faut comprendre que motiver un enfant, c'est faire naître en lui le désir d'aller en altitude de ses compétences. C'est extrêmement important. Vous aimez bien le terme? Oui, j'aime le terme parce que aller en altitude, faire naître cela. D'abord, on a déjà parlé des causes. Si vous avez déjà remarqué tout cela, il est important alors de dialoguer avec l'enfant. Vous savez, souvent, lorsque les enfants ont de mauvaises notes, au lieu de discuter, au lieu de prendre la peine d'être patient et de discuter, on insulte l'enfant, on lui rappelle même que peut-être que c'est parce que son papa n'est pas là. Donc, il ne faut pas mettre en place... Vous nous apostrophez carrément là. C'est une manière de parler. Il ne faut pas mettre en place tout cela. Il faut discuter d'abord avec l'enfant. Et dans la discussion, fixer à l'enfant un certain nombre d'objectifs. Vous savez, il y a deux choses à faire. La toute première chose, c'est d'abord, quand vous savez là où est le problème, c'est de mettre en place un environnement qui va stimuler l'enfant, que ce soit à la maison. Donc, si c'est parce que les parents ne s'entendent pas, il faut que les parents comprennent que l'harmonie dans le couple, dans la famille, est indispensable. Voilà. Donc, mettre en place d'abord un environnement stimulant. À la maison, si le problème est à la maison. À l'école, si c'est à l'école, ou au niveau des amis. C'est la première des choses. La deuxième des choses, vous voyez, lorsqu'il y a démotivation, il y a une sorte de paresse qui s'installe. Donc, il faut booster l'enfant. Il faut accompagner l'enfant à avoir des attitudes qui vont l'amener à aller en altitude de ses compétences. Vous allez dire que je répète souvent le mot. Donc, l'enfant doit avoir des attitudes. Et ces attitudes, c'est quoi? La toute première chose, c'est d'amener l'enfant à se fixer des objectifs. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on devient adulte, on demande souvent aux gens, vous avez votre PTA, vous avez des objectifs à atteindre. Mais si nous voulons que demain, nos enfants apprennent à atteindre des objectifs, c'est dès le bas âge que nous devons leur apprendre à se fixer des objectifs. Nos enfants, s'ils veulent demain amener l'Afrique au développement, c'est en se fixant des objectifs et en les entendant que l'Afrique va se développer. Donc, dès le bas âge, amener l'enfant à avoir d'objectifs. Et l'objectif, c'est quoi? Puisque l'enfant, on est dans un cas scolaire, l'enfant ne travaille pas dans une matière, l'amener a dit, bon, si tu as 7, c'est qu'il faut que tu aies 12 et 13. Ça, c'est d'abord l'objectif à atteindre. Ou 15, ou 17, pourquoi pas. Mais il faut être réaliste. On ne peut pas quitter 5 à 17, à 19. Il faut aller de pas à pas. Donc, fixer d'abord les objectifs et maintenant amener l'enfant à les atteindre. Et vous savez, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Mais vous savez que pour les enfants, les adolescents, le temps n'est pas de l'argent. Moi, je dis, le temps, c'est le succès. Chaque moment que vous passez à rendre utile le temps vous éloigne ou vous rapproche du succès. On va développer ça tout à l'heure. Figien Sawangonou, coach en leadership parental, permettez-nous d'arrêter ici les échanges pour poursuivre cela après avoir suivi le journal. Il est 19h45, mesdames et messieurs. On suit tout de suite le journal avec Nadège Sani. Il est 19h45. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal.
De nouvelles opportunités existent désormais pour les petites et moyennes entreprises, opérateurs économiques et diverses structures ont décrypté la loi de finances 2018. Vous en saurez plus dans cette édition. La répression des motos, on en parle également dans ce journal annoncé depuis un bon moment. Elle a du mal à se faire accepter des Béninois. Quelles sont les dispositions à prendre pour immatriculer sa moto? Réponse dans cette édition. Et puis, les acteurs culturels se sont donné rendez-vous à Abidjan pour la 25e édition du Massa, un festival des arts et de la culture. À suivre les images avec Ulvaïus Balogun, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire. Des structures sous tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et du ministère de l'Économie et des Finances face aux opérateurs économiques. Objectif, présenter les innovations de la loi de finances gestion 2018 et les niches d'opportunités pour les petites et moyennes entreprises. Compte rendu à l'Alexis Segbeimon, Rokakoino. Reconnus comme vecteurs de création d'emplois et de croissance économique, les petites et moyennes entreprises représentent 98% du tissu économique béninois. Mais elles peinent à assumer convenablement leurs fonctions. Confrontées à plusieurs difficultés liées entre autres aux impôts, à l'accès au financement et au marché, la plupart préfèrent évoluer dans le secteur informel, un véritable manque à gagner à l'État. Dans son programme d'action, le gouvernement leur accorde une attention particulière. La loi de finances gestion 2018 offre en effet de nombreuses mesures de facilité aux opérateurs économiques pour les inciter à la formalisation presque gratuite de leurs entreprises. À 0 francs par exemple, on peut désormais obtenir le statut de l'entrepreneur donnant droit à certains documents dont l'IFU et la carte professionnelle. Avec 10 000 francs, on peut aussi créer aujourd'hui en quelques heures un établissement. Plus besoin aussi de disposer d'un capital d'1 million de francs CFA avant de créer une entreprise SARL. Autant d'avantages contenus dans le nouveau code d'investissement qui reste inconnu du plus grand nombre des opérateurs économiques. Au titre des taxes de douane et de la fiscalité intérieure, des allègements et exonérations sont accordés à plusieurs produits, matériels informatiques et roulants. À travers cette séance d'information et d'échange animée par plusieurs responsables des structures en charge des petites et moyennes entreprises et de l'économie et des finances, ces opérateurs économiques créateurs de richesses sont invités à s'approprier le contenu de la loi de finances gestion 2018 afin de profiter des niches d'opportunités dont elle regorge. Le Bénin est bien décidé à devenir une plaque tournante du numérique dans la sous-région. Un réseau des ministres francophones du numérique avait déjà été mis en place. Cette fois, ils réfléchissent aux nouveaux usages numériques et leur impact sur l'écosystème béninois. Rodrigue Babagweto nous en fait le compte-rendu. L'évolution de la technologie à une vitesse démesurée est bien aujourd'hui un secret de polichinelle. L'économie numérique multiplie ses avancées dans la vie des Béninois et bouleverse les pratiques. Cet atelier vise essentiellement à transformer la vie des Béninois et des entreprises béninoises grâce à une économie de référence. Pour revenir à la thématique qui a été choisie, donc à savoir les usages et l'impact sur l'écosystème du Bénin, aujourd'hui c'est 163 milliards de données qu'on collecte aujourd'hui, donc c'est une mine d'or qu'on devrait pouvoir exploiter. Et aujourd'hui, il était temps qu'on s'assoie pour revoir un peu la stratégie au niveau des usages, parce qu'on produit beaucoup de données. C'est comme la matière première. Aujourd'hui, on produit énormément de matières premières en Afrique, et cette matière première est exportée pour nous revenir plus cher. Et nos données, si nous ne les maintenons pas dans notre continent et les transformer dans notre continent, ça va nous échapper comme les matières premières nous ont échappé. L'objectif est clair, le Bénin ne doit pas rater le train de la transformation digitale. Les usages consistent à utiliser des données, mais aussi à fabriquer de nouveaux équipements pour rendre plus facile la vie. Mais comment peuvent-ils impacter l'écosystème béninois? Le numérique peut générer un nombre très important d'emplois au Bénin. Et d'ailleurs, il y a un objectif de 90 000 emplois de mémoire qui doit être créé dans ce secteur d'activité. Et le numérique peut faire du Bénin un pays phare, peut d'ailleurs contribuer au développement dans les autres secteurs, dans les autres domaines d'activité. Notamment, il peut contribuer à l'inclusion citoyenne, l'inclusion sociale, l'inclusion sanitaire, de manière à ce que la croissance profite à l'ensemble de la population.
Ce que nous faisons au Bénin, nous devons garder en tête que non seulement ce doit être rentable pour le Bénin, utile pour le Bénin, mais il faut que ce soit aussi exportable, il faut que ce soit vendable à l'extérieur. La création des usages, le gouvernement va en prendre, sa partie, sa responsabilité en créant les e-services gouvernement vers le citoyen. Donc les usages, c'est d'abord la création et l'innovation de l'ensemble du secteur de l'économie. Pas de l'économie numérique seulement, de l'ensemble de l'économie. Et les usages, c'est ce qui va changer notre vie. C'est ce qui va nous mettre dans le futur, qui va mettre le Bénin dans le futur. Un futur dont les défis ne sont pas à négliger. Au nombre de ceux-ci, la sécurité numérique, l'éducation contre l'illettrisme du numérique et le passage de l'analogie à la TNT. L'immatriculation des motos est désormais une nécessité annoncée depuis quelques années. Cette pratique peine à rentrer dans le comportement des Béninois. Pour s'assurer de son effectivité, une phase de répression est prévue par l'Agence nationale du transport terrestre. Comment et quelles dispositions prendre pour immatriculer sa moto? Élément de réponse dans ce reportage de Dine Bouraïman, Marcel Gbetoro, présenté par Estelle Pazon. Conduire une moto, c'est bien. Quand elle est immatriculée, c'est encore mieux. Au Bénin, les dispositions sont prises pour faciliter l'immatriculation. Le processus est unique. Le processus habituel que nous connaissons est celui-ci. Lorsque vous achetez une moto et vous n'avez pas encore d'immatriculation, on vous demande votre papier d'achat. Ensuite, on vous demande les papiers de dédouanement. Ensuite de cela, on va vous demander une liste sur laquelle se trouvent plusieurs châssis, dont le vôtre. Vous allez déposer également une photocopie de votre carte d'identité légalisée. La durée de réalisation de l'immatriculation est fixe et précise. Par contre, le coût peut varier compte tenu des caractéristiques de chaque moto. Aujourd'hui, l'immatriculation est possible. En 48 heures seulement, vous avez déjà votre titre de transport et vous pourrez déjà circuler sans être inquiété par personne. Il y a un montant naturellement qu'il faut déposer sur le dossier qui est de 11 500 francs pour les engins qui appartiennent aux détenteurs de la moto même et de 15 000 francs lorsque c'est une mutation. Un montant qui visiblement a varié. Il reste le seul handicap pour la population qui aimerait vivre dans la légalité. En son temps, ça m'a coûté seulement 3 500. Je n'ai pas le prix en tête, mais quelque chose de 10 000, 11 000 si je me rappelle le total. Vu la situation que nous traversons actuellement, nous savons que c'est un peu dur. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Mais entre l'envie d'immatriculer et le défaut de moyens, la sécurité de la population reste la priorité. Quand les motos ne sont pas immatriculées, comme ça, là, on veut signaler qu'on a volé une moto, là, on ne peut pas dire c'est telle moto qui est volée. Vous comprenez? Il faut d'abord aller faire la déclaration pour dire que c'est telle moto, de telle marque, etc., etc. Or, tout de suite, à un poste de police le plus proche, là, on peut déjà dire, ah, moto, tel numéro vient d'être volé ou bien vient d'être pris par des voleurs. Et puis, l'information peut circuler tout le long des postes de contrôle qui existent. Ne pas immatriculer sa moto est une infraction. Elle expose son propriétaire à des sanctions selon la loi. Une phase de répression est annoncée pour les jours à venir. C'est depuis des lustres qu'il était prévu que chacun vienne de façon spontanée immatriculer sa moto. Mais nous avons estimé que le Béninois, lorsqu'on ne met pas un peu de pression, il ne se décide jamais. C'est pour ça que nous avons prévu mettre la pression d'ici là. Donc cette pression-là, elle consistera à faire quoi? À raisonner toutes les motos qui n'auront pas de plaque derrière leur moto. Immatriculer sa moto, c'est avant tout un devoir citoyen. C'est aussi contribuer au développement sécuritaire du pays. Direction la Côte d'Ivoire où se tient depuis le 10 mars dernier la 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa, une célébration des arts de la scène qui cadre avec le 25e anniversaire de sa création. Massa 2018, c'est plus de 1400 participants et 400 professionnels venus de 67 pays d'Afrique et du monde. Pour l'édition de cette année, les artistes et promoteurs culturels ont réfléchi au modèle économique approprié aux arts de la scène. Ulvaïus Balogun, depuis Abidjan, a rencontré quelques acteurs culturels béninois. Reportage.
Abidjan, la capitale ivoirienne, célèbre depuis samedi dernier les arts du spectacle africain. Le Massa, un rendez-vous devenu incontournable, tant aujourd'hui la problématique de la survie des arts de la scène devient un enjeu. L'aventure a démarré il y a 25 ans, un quart de siècle de lumière, de son, de partage et de découverte du génie créateur africain, le tout au service de la promotion de la culture. D'où l'intérêt de la problématique de cette édition, quel modèle économique pour les arts de la scène? Une problématique propre également au Bénin. Il y a plusieurs sortes de modèles. Moi, ce qui me concerne, dans mes activités, quand je viens par exemple au massage, c'est pour vendre le Bénin. Vendre le Bénin, vous avez vu, il n'y a aucun stand du Bénin qui est exposé. Quand vous parlez d'économie, voilà une possibilité pour que nous venions montrer ce que nous avons fait. Regardez le nombre que nous sommes, les artistes. Si nous devons tous aller manger pour 5 fois par jour, où est-ce que nous allons avoir comme apport en rentabilité? Il n'y a qu'un seul, le seul modèle économique pour n'importe quel pays africain, c'est de développer l'industrie culturelle. Développer l'industrie culturelle, c'est d'abord donner la possibilité à ceux qui font le métier des arts et de la culture de vivre de leur métier. C'est créer les espaces, organiser les espaces pour que ces artistes-là, toutes tendances confondues, puissent circuler librement, aller s'exprimer comme tout fonctionnaire 5 ou 6 fois dans la semaine. À la fin, ils seront rémunérés comme tout bon fonctionnaire. Ils vont payer les impôts, ils vont s'occuper de leur famille. Et si l'engagement est certain, ces acteurs culturels béninois restent toutefois perplexes. Le Bénin a des grandes ambitions. Malheureusement, le Bénin a des grandes ambitions, mais a une très mauvaise organisation dans ces ambitions. Vous ne pouvez pas construire un modèle économique en disant il n'y a rien. L'actuel modèle économique du Bénin, c'est qu'on veut repartir à zéro. On ne veut pas consommer l'existant. Vous voulez commencer avec les classes culturelles, mais vous oubliez qu'il y a des artistes qui ne sont plus à ce niveau-là, qui ont monté d'un cran, qui ont besoin d'exercer leur métier au quotidien. Un modèle économique rentable au Bénin, comment faire alors? Si nous voulons relever un défi au Bénin, j'ai dit, prenez l'exemple, on peut prendre 20 maisons des jeunes. On appelle les professionnels, ils vont travailler sur les 20 maisons des jeunes pour les remettre dans les normes. Ça ne sera plus à la disposition des communes. Ça va rentrer dans le giron de l'État pour créer les conditions pour les transformer en des centres multidimensionnels. Un centre multidimensionnel, c'est un centre où l'artiste, confirmé ou en herbe, il est capable de venir renforcer ses capacités. Le Bénin peut réussir en développant, en améliorant les conditions de ces besoins de jeunes-là, pour permettre à l'existant de commencer par se dérouler. On dit ces 3 objectifs, un statut juridique, un cahier de charges, les moyens. Les moyens, ce n'est pas l'argent le premier élément. Si les artistes ne sont pas capables de se réveiller le matin pour aller exercer leur métier, ils ne seront jamais heureux. La viabilité des arts de la scène devient alors un enjeu national face, entre autres, à l'arrivée du numérique, dans un contexte où l'organisation des festivals n'est plus l'apanage d'une économie de la culture. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci Nadège Sani. On se retrouve quand? Non pas demain pour le grand 2, peut-être pour un cocktail chez vous, on ne sait jamais. Vous me l'offrez? Merci pour l'invitation, heureuse dame. Hey, je viens chez vous, la Nadège. Vous ne venez pas chez moi, je viens vers vous, quand même. Merci pour l'invitation. Les téléspectateurs sont témoins et dans 2 semaines, je viendrai dire si effectivement Heureuse a tenu sa promesse. Il faut déjà dire, Nadège Sani, je ne suis pas chez moi demain, je suis au boulot. Nadège, bon après-midi, non, bonne soirée à vous et bon week-end. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre les échanges avec l'ESPER. On parlait de la motivation des enfants, que faire. Il nous parlait déjà de l'objectif. Il faut déjà inculquer à l'enfant à avoir un objectif et comment faire pour l'atteindre. C'est ce qu'on aura dit dans ESPER. Après l'ESPER, nous allons recevoir Julia Aïssi. Elle est décoratrice
professionnels pour parler du mariage. La décoration des salles est une priorité et ce sera dans beauté au pluriel. Et ce sera d'ailleurs le dernier plateau du grand rendez-vous. Mais en attendant, on poursuit les échanges avec notre expert. Alors, Figé Sarangonou, que faire pour motiver son enfant? Vous disiez tantôt, il faut déjà l'amener à avoir un objectif. Oui, il faut l'amener à avoir un objectif et il faut l'accompagner à atteindre cet objectif. Et la première chose qu'on doit inculquer à l'enfant, c'est la gestion du temps. On dit que le temps, c'est de l'argent, mais le temps, c'est le succès. Parce que la gestion que l'enfant fait de son temps dépend du succès, l'éloigne ou le rapproche du succès. À partir de ce moment, l'enfant doit commencer par se réveiller tôt. Vous savez, la toute première relation que nous avons avec le temps, c'est l'heure du réveil. À quel moment l'enfant se réveille? Parce qu'on a dit ici que quand l'enfant est démotivé, il n'aime pas se réveiller, il se réveille tard, il vient à l'école en retard, tout ceci. L'enfant doit commencer par vite se réveiller. Les parents doivent pouvoir suivre ça. Et puis, après ça, les travaux domestiques, c'est extrêmement important. On se dit que l'enfant, même qui va à l'examen, n'a pas besoin de faire. Non, les travaux domestiques vous amènent aussi à gérer le temps. C'est des tâches qu'on exécute. Et ça nous apprend. Et c'est obligatoire pour l'enfant? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais si l'enfant le fait, à quel moment il doit le faire et à quel moment il doit pouvoir quitter la maison pour être à l'heure à l'école. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qui est capital, ce qui est important pour amener l'enfant à réaliser l'objectif, c'est la gestion que l'enfant fait les soirs. C'est-à-dire quand l'enfant quitte l'école les soirs, qu'est-ce qu'il fait avant d'aller se coucher? C'est extrêmement important. Et il faut que l'enfant rentre tôt. Et là, il faut connaître l'emploi du temps de l'enfant. C'est vrai que les parents viennent tard souvent, mais au moins, il faut savoir qu'aujourd'hui, que mon enfant sort à 19h et que demain, c'est peut-être, il a quoi, à 17h. Il faut au moins le savoir. Et il faut également le dire, les parents sont en contact téléphonique avec les enfants. Vous voyez, donc, lorsque l'enfant rentre, qu'est-ce qu'il fait? C'est extrêmement important. Le programme de l'enfant, les soirs. La première des choses, peut-être l'enfant va manger, il va faire des trucs. Il pourra peut-être suivre le journal, c'est important, je recommande ça. Mais après, quel est le temps qu'il prend pour s'occuper du travail? C'est le temps à l'effort, chaque soir. Ça doit être de face à chaque fois. Et ça doit devenir une routine. C'est-à-dire, si c'est 2 heures qu'il prend pour travailler, chaque jour, il doit consacrer ces 2 heures pour travailler. Si c'est 1h30, il doit consacrer ces 1h30 pour travailler, manger et dormir. C'est extrêmement important parce qu'on constate que quand l'enfant rentre le soir, il est distrait à faire des choses, il est distrait. Non. Le temps n'est plus à la distraction. L'Afrique doit aller au développement et ce sera avec des ressources humaines de qualité. Et pour ça, il faut déjà commencer à inculquer l'objectif à l'enfant, déjà la base. Oui, c'est eux qui seront les adultes de demain, ils seront les cadres de demain, ils seront les ministres, les présidents de demain. Quand on va leur fixer des objectifs, des PTA à atteindre, il leur sera plus facile d'avoir le résultat parce que c'est déjà dans leur gène. Ils sont habitués à ça. Ailleurs où les gens ont réussi, c'est qu'ils ont commencé très tôt. Actuellement, on amène les adultes à avoir des comportements qu'il faut. Mais nous devons aussi nous dire que faisons-nous pour que nos enfants, quand ils auront notre âge et plus, ils feront mieux. Ça doit être notre motivation aussi. Ben là, je dois comprendre que c'est la manière qu'il faut pour accompagner les enfants dans la motivation. Dans la motivation, Mais lorsqu'on fait tout ça, est-ce que l'enfant qui n'est pas motivé, malgré tout ça, il y a d'autres astuces à avoir? Peut-être que le problème est ailleurs. Parce que vous savez, pour motiver l'enfant, c'est extrêmement important de connaître la cause. Parce que j'ai dit que lorsque vous mettez en place l'environnement qui favorise, vous avez déjà résolu pratiquement le problème. Parce que l'enfant est démotivé à cause de quelque chose. Et pourquoi la suite suit? C'est parce qu'on se dit que quand l'enfant est déjà démotivé, il est déjà dans la paresse. Donc il faut l'accompagner à retrouver ses sens d'antan, à retrouver le temps de travail, à retrouver la vigueur, tout ceci. Sinon, lorsque l'enfant est démotivé, vous trouvez la cause, le problème est résolu à 50-60%. Mais il faut que le comportement doit pouvoir suivre. Et c'est en cela que les parents doivent jouer leur rôle en accompagnant l'enfant à avoir les gestes qu'il faut, comme je dis, les attitudes qu'il faut pour qu'il puisse aller en altitude. En altitude, mais difficile pour les parents d'être accrochés, d'être là quand il faut. Et que faire? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des centres de coaching pour accompagner les parents, pas pour jouer le rôle du père à la place du père, mais quand même pour les accompagner, pour suivre ces enfants avec les parents? C'est ce que nous faisons.
dans le programme Parents mode d'emploi efficace. Parce que nous disons que la période de l'enfant, c'est une période où les parents transmettent l'information, transmettent les valeurs de travail, de paix, de justice, de vérité. Donc ceux qui transmettent doivent être outillés aux valeurs qu'ils transmettent et à l'efficacité de la transmission. Ils doivent être outillés. On peut transmettre et ça peut ne pas être efficace parce que le résultat ne sera pas. On doit accompagner les parents à l'efficacité dans la transmission. Et c'est pour ça que nous sommes là. Tout le travail que nous faisons, c'est pour donner aux parents l'information, pour leur donner le coaching nécessaire pour qu'ils soient aptes. Pas parce qu'ils ne le sont pas, mais pour qu'ils soient suffisamment outillés, qu'ils aient les armes nécessaires pour d'abord comprendre les enfants et leur apporter à chaque fois, à chaque moment clé de leur vie, ce qu'il faut. Oui, c'est ce que nous faisons. Et je rappelle pour finir que, puisque vous savez, actuellement, il y a les grèves un peu partout dans le public. Les enfants sont démotivés. C'est aussi une source de démotivation parce que sur une bonne période, il y a le rythme qui a chuté. Et lorsque les cours vont reprendre bientôt, les professeurs, ils ont un nouveau rythme, ils vont plus vite. Il est donc important d'amener l'enfant à suivre le rythme du professeur. D'où des séances de motivation pour ces élèves. On doit pouvoir les motiver, leur donner les astuces qu'il faut pour qu'ils puissent rapidement, dans la tête, les séances de motivation, c'est encore de l'argent qu'il faut dépenser. Moi, nous avons décidé de le faire parce que ce sont nos frères. Je l'ai décidé de le faire gratuitement, dans le public. Je dis, moi, je le ferai. Dès le lundi prochain, je commence au CG Zobo pour les élèves de 3e de terminale. Et j'ai déjà un programme pour le vendredi prochain où je serai au cours primaire Zongo, aussi pour les enfants de CM2. Et tout ça sera gratuit. Je dis, je leur ferai ça gratuitement. Nous avons étudié au Bénin gratuitement. On a pris tout ça, il faut aussi accompagner. Parce que si demain les enfants sont de qualité, on va tous en profiter. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci Fulgence Sarwangognon, coach en leadership parental. Avec vous, on parlait de l'épanouissement des enfants, comment les motiver. On a eu les astuces. Et d'ailleurs, vous vous consacrez aux enfants du public, des cours publics, pour leur offrir des séances de motivation gratuites. Merci pour l'initiative. Mesdames et messieurs, le tout dernier plateau du grand rendez-vous ce soir, beauté au pluriel. Alors, on va recevoir ici même Julia ici, décoratrice professionnelle pour parler de mariage. La décoration des salles est de mise. Mais d'abord, suivons ensemble ce reportage. Avoir une personne disponible capable de planifier et d'organiser un mariage, c'est aujourd'hui possible à Cotonou grâce au service d'un wedding planner. Nous aidons les gens à amener leur mariage à bien. Ils viennent vers nous, en l'occurrence pour les conseils, le choix de la robe. On les aide à choisir la robe selon l'individu. Parce qu'une mariée, par exemple, qui est corpulente comme moi, ne peut pas porter la robe d'une mariée svelte, d'une femme svelte. Donc, le choix de la robe varie selon la morphologie de la cliente. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches, une association a récemment vu le jour et compte plus de 20 membres. On demande souvent aux étudiantes d'avoir vraiment la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Parce que les clients vous traitent comme si vous étiez les boys. Ils oublient au fait. Et il faut avoir la patience. Parce que la cliente peut crier sur toi. Tu n'es pas sa domestique. S'offrir les services d'un wedding planner est idéal pour cette génération de femmes très occupées qui doivent concilier vie professionnelle et vie de famille. J'ai une amie qui a été satisfaite de leurs prestations et je suis venue aussi parce que j'ai un mariage en vue et j'aimerais profiter de la prestation de madame, qu'elle puisse organiser mon mariage en passant par la robe jusqu'à la décoration. Le wedding planner tire son origine de la culture américaine. Aux États-Unis, on estime à 75% les mariages organisés par les wedding planners contre 20% en France. Le Nigeria détient quant à lui le meilleur record en Afrique où le métier est en pleine expansion. Il y a les Béninois qui viennent de l'extérieur pour venir se marier. Eux là, c'est systématique parce que c'est déjà une culture
qui est là-bas. Donc c'est systématique. Maintenant, de bouche à oreille, il y a une wedding planner qui a organisé mon mariage. Le wedding planner est certes très indispensable pour la réussite d'un mariage, mais s'offrir ses services n'est pas chose aisée. Son prix varie selon le budget du client et la qualité des prestations dépend de son portefeuille. Ce métier nécessite tout de même un minimum de formation professionnelle, bien sûr, pour garantir aux clients des services de qualité. Quand on commence par parler du wedding planner, les futurs mariés ont comme l'impression qu'en réalité, on vient pour gonfler leur budget, alors qu'en réalité, le wedding planner, c'est cette personne-là qui devrait pouvoir vous aider à trouver le meilleur, mais à un coût intéressant. Et voilà, on retrouve sur le plateau Julia ici, décoratrice professionnelle, pour parler de la décoration des salles de réception et autres, hein, car c'est de mise. Merci d'être là, Julia. Merci, Rose. Alors, on parle de décoration, vous êtes décoratrice professionnelle. Ben, quelle est l'importance de l'aspect décoratif lors d'un mariage? Alors, je vous remercie. La décoration dans le mariage est un élément très indispensable. Pourquoi? Parce que c'est ce qui rehausse ce que vous avez investi, tant physiquement que financièrement. C'est ce qui rehausse ce que vous avez investi, c'est ce qui parle de vous. Oui, c'est l'aspect physique de votre investissement. Okay. C'est cet élément qui, en même temps, prédispose les invités à passer un bon moment ou pas. Parce que lorsque la salle est tout décorée, tu entres et tu te sens à l'aise tout de suite. C'est une chute de pression, tu sens que la fête va être belle. Va être belle. Voilà. Donc la robe seule ne suffit pas. Non, la robe finit déjà à l'église, l'effet waouh finit là-bas. Mais lorsque les invités entrent dans la salle de fête et voient cette décoration, ça apaise l'âme, ça les prédispose à passer de bons moments, à se relaxer. Et c'est ce qui reste de meilleurs souvenirs dans la tête de tes invités, de tout ce que tu as fait. Wow. Le manger, c'est un truc de tous les jours. Oui. Mais la différence dans la décoration fera dire plus tard, ah, j'étais à un mariage, attention, il fallait voir la décoration. La décoration. Mais les lieux de décoration les plus demandés? Généralement, ici au Bénin, les gens souhaitent beaucoup plus prendre des salles de fête pour les décorations. Mais je dis que la décoration commence quand même déjà dans le ménage. Une femme au foyer devrait aussi pouvoir aménager chez elle, apporter un plus dans son salon et de temps en temps changer la disposition des meubles pour égayer la maison et éviter la monotonie. Pour nos fêtes et autres, généralement, c'est les salles de fête que les clients demandent. Et après, on verra peut-être les jardins. Ce n'est pas encore bien installé dans notre mentalité, mais ça vient. Mais quels sont les éléments les plus décoratifs? Lorsqu'on prend déjà les salles de fête, il faut prioriser quelle partie, quel endroit? Alors, d'office, la place d'honneur est priorisée. Parce que lorsque tu entres dans la salle de fête, c'est cet espace qui, tout de suite, va faire voir la dimension de ce que va être la suite de l'événement. Ok. Alors, la place d'honneur. Ensuite, il faut voir les chaises. Aujourd'hui, c'est primordial d'habiller nos chaises parce que ça permet d'harmoniser la couleur de la salle. Et lorsque tu travailles sur un fond blanc, tout de suite, ce que tu apportes comme effort ressort. Mais lorsque les chaises ne sont pas habillées, à moins que ce soit des chaises vraiment classe, on en a aujourd'hui sur les marchés, des chaises cristallisées et tout. Oui, mais si c'est des chaises ordinaires que nous connaissons, c'est important de les habiller. De les habiller. Voilà. Donc, vous misez sur le blanc? Le blanc. Vous travaillez sur le blanc? Oui. Pour les décorations? Oui, parce que ça te permet de ressortir les couleurs que tu veux utiliser pour l'événement. Mais l'autre chose aussi très importante, c'est le centre de la table. Il faut vraiment décorer la table et c'est ce centre de table-là qui détermine le thème que la personne a choisi pour son événement. C'est ça qui rehausse parce que surtout quand c'est en hauteur, tout est harmonisé
ça donne vraiment un effet très très bluffant. Mais tout bluffant. ça, si vous posez la question peut-être à votre mère ou à ma mère ou à ma grand-mère, elle nous dira certainement elle n'a pas eu à choisir de thème pour son mariage. C'est même très loin à moi-même, je vous dirais pareil. Ah ben, pourquoi de thème aujourd'hui et tout ça même a rapport avec la décoration? Les thèmes, vous voyez, nous aident, nous autres qui sommes décoratrices et wedding planners, à mieux nous imprégner de l'attention de ce que veut la personne. Oui, oui, je vous reçois. Le thème nous permet aujourd'hui d'entrer dans la personnalité du marié, des heureux du jour. Et en même temps, ça nous permet de voyager à un événement. De voyager sur place. Oui. On peut choisir un thème Hawaï, par exemple. Alors, les chaudes couleurs que la décoratrice va utiliser et tout ça, ça va te donner l'instant d'un moment que tu es vraiment à Hawaï. On suit des émissions de mariés et tout sur des chaînes internationales et on voit un peu comment on joue sur la thématique, le thème du mariage. Franchement, on se demande si le Bénin est au pas. Ah oui, le Bénin n'est pas du reste. Le Bénin se met au pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus cheveux couleurs. Voici mes couleurs, plutôt que les thèmes. Mais beaucoup de gens arrivent aujourd'hui à intégrer ça quand même dans leur concept. Et ils demandent des thèmes. L'île d'amour, la rose, mais qu'est-ce qui peut, on ne parle pas de thème, mais qu'est-ce qui peut inspirer pour le choix du thème? L'histoire de la personne peut inspirer le choix d'un thème, par exemple. Dans quelle ambiance et moment ils se sont rencontrés? À quel lieu? Ça peut déterminer. Si ce sont des musiciens, ça peut déterminer le thème. Si vous êtes journaliste, vous pouvez faire le thème journal. Ça peut se faire, tout se crée. Oui, on a eu des thèmes camions. Tout à fait. Où la mariée est venue en titan. Tout à fait, ça peut se faire. Parce qu'elle est conductrice. Voilà. Mais là, comment est-ce que vous arrivez à mettre le thème en valeur lors de la décoration, les types de décoration? Voilà. Lorsque c'est un thème, c'est un événement à thème, ça commence déjà par la carte d'invitation. C'est la toute première chose qui annonce le thème de l'événement. Et normalement, quand tu prends une carte d'invitation, à partir des couleurs dans lesquelles ça s'est imprimé et tout ça, tu peux déjà imaginer ce que ça va être. Quelqu'un qui veut faire un événement qui choisit la couleur verte, par exemple, ça a trait à la nature, les feuilles et autres. Dans ton habillement, tu devrais aussi, normalement, si tu veux contribuer un peu, avoir un trait de cette couleur-là dans ta présentation. Et à partir de la carte d'invitation, ensuite, il faut miser sur la place d'honneur, comme je le disais tout à l'heure, et sur les centres de table. C'est très, très important. Si la personne demande comme thème un camion, à toi de trouver peut-être les phares d'un camion, qu'importe ce que c'est, de travailler, de faire agir avec ta créativité et donner vraiment un meilleur d'un camion, mais qui aura un effet waouh. Oui, c'est ça qui est important. N'importe qui n'est pas décorateur ou décoratrice Tout pour le les monde mariages. se le déclare, mais en réalité, non. Et on n'apprend pas la décoration. Moi, je le dis, tu peux connaître les bases, les notions en décoration. Mais tout le reste, c'est une question d'inspiration. C'est une question d'inspiration. Il faut pouvoir être en harmonie avec soi-même et en même temps te mettre dans la peau de tes clients. Pour vraiment, parce que une chose est de rêver, mais l'autre est de matérialiser le rêve. Il faut vraiment être à l'écoute et disponible. Écouter tes clients et lorsque vous échangez, les vibrations que tu ressens, c'est un tout. C'est un sentiment, c'est une motivation. Il y a des trucs, on ne peut pas donner de nom, mais tu ressens. Il faut connaître la vie de la personne. Et quand tu n'as pas idée de qui c'est, à toi de faire tes recherches parce qu'il faut que le plus important, ce n'est pas ton jour. Tu l'amènes à vivre son jour. Tu dois respecter cela. Alors, c'est important de faire tout ce qu'il faut, aller à la recherche des informations pour pouvoir lui faire vraiment vivre ce jour-là comme elle a souhaité. Mais quelles sont les difficultés?
C'est pas facile d'avoir des images qui attirent lorsqu'on entre dans une salle de fête pour un mariage. Oui, c'est vraiment pas facile. Tout de suite, je comprends bien. Tous ceux qui nous louent leur salle, pour eux, c'est important de maintenir les lieux propres. Donc, interdit de toucher le mur, de toucher le plafond, de toucher ci. Mais je dis, en décoration, il n'y a pas de limite. La personne va donner ses interdictions, mais à toi de trouver les moyens pour exprimer ce que tu veux, tout en respectant ses interdictions. Ce n'est pas parce qu'on dit « ne touche pas mon plafond » que tu ne vas pas travailler le plafond. À toi d'imaginer, chercher à savoir quel matériel je pourrais amener pour vraiment travailler, parce que lorsque le plafond est travaillé, c'est un plus pour la décoration. Alors, tu pars de là, il n'y a pas... C'est quand tu te limites toi-même que ta décoration est limitée. Alors, rêve seulement, donne-toi à fond. Vous faites rêver sur ce plateau, mais tout ça a un coût. Évidemment. Ah ben voilà. Quel est le coût minimum? Le coût du budget des mariés est notre coût. Cela varie en fonction du budget prévu. Cela varie en fonction de beaucoup de choses. Il n'y a pas de coût à dire, voilà tel montant. Non, on peut faire la décoration à n'importe quel montant, mais tout en sachant que c'est selon ce que tu donnes que tu reçois. Tu me donnes 1000 francs, tu auras une décoration de 1000 francs. Tu me donnes des millions, tu auras une décoration de millions. Alors, mais malheureusement, les gens ont tendance à croire que non, déco, écoute, Blonde, fais juste quelque chose, c'est pas grand-chose, je veux pas grand-chose. On te dit, je veux pas grand-chose, mais à la fin, on te dit, non, c'était du tout pas ça. Et en même temps, si tu ne sais pas faire, cela va t'égarer parce que les décorations que nous accomplissons sont en même temps notre image. Et on ne peut vraiment pas faire à moitié. Mais malheureusement, votre travail parle de vous. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Lorsqu'on entre, on dit, attends, c'est qui la décoratrice? Qui a travaillé ici? Je veux... Et c'est ça qui te garantit d'autres clients. Mais malheureusement, on te limite, ce qui nous amène, nous, à nous investir plus que ce que nous recevons par moment. Il n'y a pas de coût. Ben oui, ça arrive. C'est ton plateau, c'est la page publicitaire. Voilà. Tu fais mal, on ne pourra plus t'appeler. Mais voilà qu'on te dit, non, tu es limité, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Mais tu sais qu'il y a l'essentiel qu'il faut quand même, le minimum qu'il faut pour une décoration. Mais je ne vous arrête pas, hein, mais une salle bien décorée, en tout cas, hein, pas le haut standing, hein, mais quand même bien décorée, doit vous prendre combien de temps? Le temps, c'est l'autre facteur. Le week-end passé, j'ai fait une décoration et je l'ai réalisée de 14h au lendemain à 17h. Oui. De 14h au lendemain 17h? Oui. Plus de 24 heures là? Oui, plus de 24 heures, non-stop. La nuit, tu as veillé et tout. 300 places. Quand tu veux y arriver, donne-toi les moyens d'y arriver. Alors le temps n'a plus d'importance. Tu t'es engagé, il faut honorer. C'est important pour toi. Et voilà. Mais déjà, notre pays, où est-ce que nous en sommes lorsqu'on parle de décoration? Parce qu'ailleurs, les choses ont évolué. Le Bénin aussi a fait du chemin. Il y a 15 ans, quand même, je suis dans la décoration et j'ai vu un peu l'évolution. 15 ans déjà? Oui. J'étais à Lomé et je venais pour la décoration de temps à autre à Cotonou. J'ai vu ça a beaucoup évolué. Avant, c'était à nous de convaincre la personne qu'il faut la décoration. Aujourd'hui, la personne même t'appelle pour te dire, ils savent maintenant qu'il faut une rubrique décoration. Mais ils vont te dire, à budget réduit. Donc, on fait notre chemin. Il faut voir la situation également. Ben oui, heureusement. La crise économique sévit. Oui, la crise a le dos large et on le met tout. Mais bon, quand tu prépares ton événement, tu sais déjà à quoi t'attendre. C'est une question de préparation et tout, mais bon, on fait avec. Vous faites avec. Après tout, c'est une question de passion aussi. Vous voyez, c'est surtout ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas, c'est plus qu'un job.
Ce n'est pas notre paiement, ce n'est pas l'argent. Non, c'est la satisfaction du client. Qui compte. Oui. Merci beaucoup. Merci Julia, à vous, ici, heureuse. Décoratrice professionnelle. On parlait donc avec elle de mariage. La décoration des salles est de mise. Et ce sera tout pour le grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Mais avant, suivez ici la météo en rappel. C'était donc la météo qui vient mettre un terme au grand rendez-vous de cette semaine. Suivez déjà demain et après-demain la compilation des 5 numéros du grand rendez-vous, et oui, de tous les plateaux du grand rendez-vous de la semaine. Vous pouvez également retrouver les grands rendez-vous que vous n'avez pas suivis sur ortb.bj, émission Le Grand Rendez-vous, pour rattraper les choses. Merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Retenez déjà que toute cette semaine, nous sommes restés avec Jules Akoekou à la caméra, nous sommes restés avec Émile Loubeyon au son, à l'infographie, Robles Avuzoukan. Ils sont tous dirigés par, de main de maître, je dirais, par Gilles Armel Gbaïrin. Merci, mesdames et messieurs. D'ici à là, portez-vous très bien.